Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Nous décortiquerons les sujets suivants, le crédit interentreprise, les signaux faibles et comment dire, comment sécuriser la reprise surtout après cette crise que l'on a connue. Et nous bénéficierons de l'aide du directeur général de Credit Safe, Damien Barthélémy. Bonjour Damien. Bonjour Thierry, bonjour à toutes et à tous. Et nous aurons aussi avec nous l'analyste score Thomas Bonte. Bonjour Bonjour, Thomas. bonjour à tous. Et enfin, la directrice marché Diane Queneau de Saint-Sulpice, que vous connaissez déjà un peu parce qu'elle a déjà été avec moi dans les précédents webinaires. Bonjour Diane. Ah, je pense qu'on a perdu Diane. J'espère qu'elle nous rejoindra un peu plus tard. Alors, tout d'abord, je tiens à rappeler aux participants de poser toutes les questions dans l'onglet questions-réponses qui se trouve un peu plus bas. Et nous répondrons à toutes vos questions. Et s'il y en a d'autres encore, vous pourrez nous contacter encore par mail et on répondra à toutes vos questions. Alors, sans transition avec ce sujet passionnant, je voulais me tourner vers Thomas. Thomas, on se rend compte qu'on est dans une situation de crise quelque part, mais est-ce que nous sommes encore dans ce contexte de crise ou bien avons-nous déjà entamé une reprise? Alors, parler de crise ou de reprise, c'est prendre le prisme par les deux extrêmes. C'est-à-dire que la crise, c'est un terme qui a été usité pour signaler une période de longue dépression ou vraiment une cristallisation autour d'un déclencheur qui a toujours été financier, aussi bien en 2008 qu'en 1929. Le problème aujourd'hui, c'est que certes, on a eu un choc qui est inédit à ce jour, puisque c'est le choc de la crise sanitaire, qui a engendré le déclenchement de situations qui étaient parfois complexes liées à l'endettement et justement au gel du transfert de liquidités entre acteurs économiques. Derrière ça, effectivement, aujourd'hui, on est plus dans un contexte de ce qu'on appelle la stagflation, puisqu'on a encore de l'inflation aujourd'hui en France, même si elle est faible. On a une stagnation de l'activité, une baisse de la consommation et on a une augmentation du chômage qui se profile. Donc pour l'instant, on n'est pas encore dans un contexte de crise et les indicateurs, et en tout cas les perspectives qui sont encore données à l'heure actuelle, aussi bien au niveau national qu'européen, démontrent qu'on attend un rebond pour 2021 ou 2022 grand maximum. D'accord. Mais nous remarquons aussi qu'il y a eu beaucoup d'aides publiques, qu'il y a eu des financements privés. Mais est-ce que c'est une solution miracle? Alors, on ne peut pas parler de solution miracle, mais aujourd'hui, les aides qui ont été déclenchées au niveau public, aussi bien par l'État que les financements qui ont été obtenus de manière privée, vont ralentir énormément les conséquences du choc économique qu'on a subi et qui, encore une fois, vont mettre en exergue des fragilités qui existaient déjà avant cette crise. Il faut rappeler aujourd'hui qu'on a quand même un dispositif de prêt garanti par l'État pour 87 milliards d'euros qui couvre à peu près 500 000 entreprises, principalement à destination du commerce, de l'industrie manufacturière, des activités spécialisées scientifiques et techniques, de la construction et du transport. On a aussi derrière ça le Fonds de solidarité entreprise qui, là, coûte à peu près 4 milliards à l'heure actuelle pour un peu plus de 3 millions d'aides. Il faut savoir que ça concerne principalement le commerce, l'hébergement, restauration et la construction et les activités de service, puisque la dimension des entreprises visées est beaucoup plus petite que pour les prêts garantis. De même qu'on a des reports d'échéances fiscales pour 2 milliards d'euros à l'heure actuelle, qui concernent aussi, là encore, le commerce, l'industrie manufacturière, d'autres services et les activités scientifiques et techniques. Derrière ça, on a quand même eu 90 milliards d'euros qui ont été levés, entre guillemets, sur les 2 derniers mois. Ça représente une augmentation de 16% des prêts issus des banques auprès des entreprises. En France, en tout cas, on a une levée à peu près de 6% supplémentaire au sein de la zone euro. La problématique liée à ces dispositifs, c'est que dans tous les cas, ce n'est pas gratuit pour les entreprises. Donc, de toute manière, qu'on parle de suspension des charges, de suspension des échéances ou de prêts garantis par l'État ou de prêts obtenus directement auprès des banques, de toute manière, c'est toujours des liquidités qui vont devoir sortir des entreprises. Donc, on a toujours cette même fragilité si effectivement, au sein de l'entreprise, il y avait une situation d'endettement ou de manque de liquidité déjà prégnante. D'accord. Mais vous êtes analyste score chez Credit Safe. Que pouvez-vous nous dire en fait des indicateurs économiques justement? Alors, actuellement, effectivement, on voit que la croissance est déjà en berne, puisque la croissance est négative à plus de 5%, 5,8% au dernier indicateur. On est à peu près à moins de 6% du PIB. Les dernières perspectives qui sont mises en avant, notamment par l'OCDE, parlent d'une baisse du PIB qui serait supérieure à 11%, avec une possible reprise en 2021, plus au sens de 2022 d'ailleurs, au sens des instituts nationaux et de la Banque de France.
On voit qu'à l'inverse, on a justement un manque de débouchés au niveau de la consommation finale et intermédiaire. On a eu quand même une baisse de la production assez importante aussi de l'autre côté. On a aussi la problématique qui est que aussi bien les particuliers que les entreprises ont thésaurisé. Autrement dit, toutes les sommes qui ont été mises de côté ne sortent pas. Donc, aussi bien au niveau de la consommation finale pour les consommateurs que de la consommation intermédiaire, principalement pour les entreprises. On voit bien d'ailleurs que les signaux qui sont envoyés par certains secteurs d'activité, comme le bâtiment, comme les supermarchés, hypermarchés qu'on croyait pourtant isolés, comme l'automobile ou comme l'aéronautique, sont très mauvais. De même que les plans qui sont mis en avant de 8 milliards ou 15 milliards respectivement pour les 2 derniers secteurs visés, les entreprises principales du secteur ont déjà signalé que ça ne les protégeait pas d'éventuelles restructurations ou plans sociaux. De la même manière, il faut rappeler que l'endettement aujourd'hui en France est assez élevé, 73% pour les entreprises, on est à 98% pour les collectivités et administrations publiques, 61% pour les ménages. Donc on voit bien qu'il y a aussi un essoufflement qui s'est installé préalablement à ce déclenchement de crise sanitaire qui ne va pas arranger la situation. Et donc derrière, effectivement, on entre dans un cadre où les acteurs économiques vont devoir se prémunir. Et aujourd'hui, on voit effectivement sur les derniers chiffres qu'il y a eu 500 000 destructions d'emplois en France, principalement dans l'intérim et principalement aussi dans le secteur tertiaire marchand. Et ça laisse donc quand même plus de 200 000 emplois réels en CDD ou CDI qui ont été détruits derrière. D'accord, mais du coup, bon, c'est la dernière question que je vous pose, c'est comment une entreprise peut-elle affronter justement cette situation justement? Alors, c'est justement toute la problématique, c'est que principalement les entreprises, même si elles fonctionnent sur des critères rationnels sur la gestion des créances et sur la gestion des relations de crédit vis-à-vis aussi de leurs clients principalement, le crédit, c'est croire ou faire confiance à l'autre. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, la position que doit prendre une entreprise au regard de l'ensemble des indicateurs qui sont disponibles, rien que au niveau macroéconomique, c'est une position défensive. Donc, c'est principalement réduire sa dette, épurer le passif, consolider au maximum les disponibilités et les capitaux propres pour faire face à l'avenir, contrôler les coûts, stabiliser les marges et veiller à l'équilibre des créances et des stocks. Uniquement à partir du moment où on verra une stabilisation, on pourra rentrer dans ce qu'on appelle une stratégie mixte, donc c'est-à-dire être à l'affût des opportunités, malheureusement trier ses partenaires, faire toujours attention effectivement à qui on a affaire et c'est très important, établir une politique de gestion du risque réaliste au regard justement de la situation qui sera celle dessinée plus en 2021-2022, réaliser des investissements qui soient proportionnés et assurer une manœuvrabilité de l'entreprise, donc avoir un modèle flexible. Seulement à partir du moment où on sera revenu dans ce qu'on pourra appeler une politique de croissance, l'entreprise pourra elle-même envisager d'investir, de rentrer à nouveau dans un cycle de croissance, d'avoir des ouvertures de partenariats, d'avoir un contrôle du risque qui sera moins poussif et voire effectivement pour des externalisations ou on va dire des croissances plus visées vers l'extérieur justement. D'accord. Merci Thomas. Nous comprenons mieux Je vous en prie. le contexte justement des dirigeants et l'importance pour eux de sécuriser le crédit interentreprise, surtout dans cette situation, et sécuriser surtout les relations avec leurs partenaires. J'aimerais me tourner aussi vers Damien Barthélémy. Damien, au sujet de la place de Credit Safe justement, vis-à-vis de ces signaux faibles. Dans les précédents webinaires, nous avons évoqué que le fait que Credit Safe était depuis le début en fait à l'affût des différents baromètres, mais aussi des signaux faibles. Oui, effectivement, notre métier, ce n'est pas seulement de faire une photographie des défaillances, parce qu'en fait, ça revient à uniquement photographier l'accident, c'est d'arriver à mettre en place des moyens pour pouvoir identifier à l'avance les éléments précurseurs, les signaux faibles de la défaillance. Donc ça, il y a un ensemble d'éléments qu'on a pu mettre en place depuis un certain nombre d'années, dont on va parler là maintenant, et on a commencé déjà depuis quelques temps à diffuser des baromètres sur les comportements de paiement. Donc, la première image quand même qu'on va voir, évidemment, c'est où on en est par rapport aux défaillances d'entreprise. Donc là, on a une photographie du nombre de défaillances qu'on a eu en 2019 et en 2020, les ouvertures de procédures pour être précis. On s'aperçoit que sur les derniers mois d'activité, pendant évidemment, entre guillemets, le gel des tribunaux de commerce, on a une baisse significative des procédures collectives. Alors, les chiffres sont à jour, sauf celui de juin, parce qu'on est maintenant à 1227 procédures collectives sur le mois de juin. Les autres chiffres sont à jour, contrairement à la photo que vous avez pu voir de moi au départ, qui elle date de quelques années avant le Covid. Donc, ce qu'on voit là, c'est… Alors, il y a également donc il y a 10 000 procédures collectives de moins que l'année dernière en ouverture, et il y a également 40 000 procédures collectives de moins si
on prend l'ensemble des procédures, à savoir aussi les plans de continuation, etc. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'à partir du moment où les tribunaux vont être également ouverts complètement et marcher à plein, on va se retrouver avec énormément d'événements et énormément de mise en liquidation dans les mois qui viennent. Il faut savoir aussi que la moyenne des effectifs concernés par les procédures collectives sur l'année dernière et les premiers mois de cette année, on est à 21 salariés en moyenne, donc un impact potentiel qui est aujourd'hui bien supérieur, parce que la moyenne des salariés, là, on est à 74 employés en moyenne depuis les 3 derniers mois sur les ouvertures de procédures collectives, ce qui est normal puisque les greffes s'attachent plutôt à gérer les cas les plus importants. Donc là encore, il y aura probablement pas mal de cas à suivre dans les mois qui viennent. Alors, si on s'attache, une fois qu'on a fait cette photographie, et puis il y a pas mal de stats qui sortent sur les procédures collectives, ce qui va être surtout intéressant, c'est de voir quel est le process d'arrivée sur ces procédures collectives. Alors, on a tracé une fresque ici, où on voit, depuis, pour arriver à la procédure collective, à l'accident, comme on dit, quels sont les éléments qui ont été le plus précurseurs en termes de comportement. Parce qu'évidemment, il y a l'analyse statistique basée sur les bilans. Quand on a un bilan, il y a un certain nombre d'éléments d'analyse sur les entreprises concernant leur taille, leur appartenance à un groupe, leur secteur d'activité, etc., etc. Il y a un certain nombre d'éléments de comportement qui sont vraiment intéressants d'identifier et de tracer. Le premier, une entreprise qui a du mal, évidemment, dans ce qui est un problème de trésorerie, qui a du mal à joindre les bouts, commence par payer en retard ses fournisseurs. C'est la raison pour laquelle on a mis en place depuis une dizaine d'années, plus dizaine d'années, un plan de partage d'expérience sur les retards de paiement. Et aujourd'hui, on suit, alors non pas 1 million de sociétés, mais 1,2 million d'entreprises en France sur lesquelles on a pu attribuer ce qu'on appelle un débit en terme, c'est-à-dire un indicateur de retard. Donc là, c'est important. Alors, on a de l'information sur une dizaine de millions d'entreprises, mais pas forcément suffisamment pour pouvoir tracer un indicateur de paiement, c'est-à-dire 3 factures qui soient de plusieurs fournisseurs différents sous 12 mois. Donc, le deuxième élément, quand une entreprise commence à faire, à ne pas payer ces factures, on commence à recevoir aussi de la part de partenaires en investigation, on commence à avoir des enquêtes dont on bénéficie pour partie, qui nous permettent d'identifier que là, il y a aussi anguille sous roche sur ces sociétés. L'élément suivant, quand on trace cette fresque, c'est de se rendre compte que l'entreprise ne payant toujours pas, elle va être l'objet de suivi de la part de sociétés de recouvrement. Donc là, on fait évidemment attention à la CNIL par rapport à ces éléments-là, on trace des moyennes, mais on a l'information sur une centaine de milliers de sirènes liées à des impayés issus des sociétés de recouvrement. L'élément suivant, c'est que quand elle n'a toujours pas payé, elle se retrouve au tribunal de commerce. Donc là, on verra dans les slides suivants quels sont les indicateurs qui sont intéressants à suivre parce que ce sont des éléments qui sont relativement prédictifs de la défaillance de l'entreprise. Le slide juste d'avant, s'il te plaît, Thierry. Puis, quand la situation s'aggrave encore, l'entreprise ne paye plus l'État. Donc là, c'est un indicateur qui est lui aussi très prédictif de la défaillance. C'est un des plus prédictifs. Il arrive peu de temps, généralement, avant la procédure collective. Là, on suit un échantillon de 200 000 sociétés, 220 000 sociétés exactement, où on va dire que ce sont les entreprises qui font l'économie, ce sont celles sur lesquelles on a le plus de demandes ou sur lesquelles on se pose des questions un peu plus précises que les autres. Donc, c'est un indicateur qui est vraiment intéressant également à tracer. Donc, on va voir dans les slides suivants 3 principaux éléments qui sont d'une part, les comportements de paiement. Si tu peux passer au slide suivant, Thierry, merci. D'abord, l'analyse des comportements de paiement, puis les contentieux, puis dans l'ordre chronologique, les privilèges. Donc, le premier élément qu'on voit sur les comportements de paiement, au slide suivant, c'est, alors, il y a beaucoup d'informations, hein, vous verrez, donc vous aurez la possibilité de récupérer ces slides après. Là, on travaille sur les créances dues, la photographie à fin mai. D'accord. Donc là, on analyse à peu près 3 milliards d'euros de factures. Il faut savoir que c'est à la fin du mois de mai. Si je trace la courbe sur l'ensemble des 12 derniers mois, on est sur environ une trentaine de milliards d'euros, ce qui représente à peu près 4% du crédit interentreprise en France. Donc, il passe entre nos mains un nombre statistiquement vraiment intéressant de factures et d'expériences de paiement venant de partenaires qui sont dans tous les métiers et de toute taille. Néanmoins, ce qu'on peut voir déjà en premier abord, c'est que 87% des entreprises payent à l'heure, donc en respectant les échéances. Et ensuite, que 11% payent avec entre 1 et 30 jours de retard. Donc, ça, c'est la moyenne sur l'ensemble des factures. Donc, il ne faut pas non plus être ultra alarmiste. Il y a quand même, ça, c'est la photographie à aujourd'hui. Dans le slide suivant,
on voit, alors là, c'est intéressant de voir la répartition, l'évolution en nombre de jours de retard par métier. Alors, ça va être un peu difficile de prendre chacun des métiers. Bon, certains sont intéressants, comme on voit l'administration publique qui passe de 14, 21 à 32 jours de retard, d'ailleurs, par exemple, sont les stigmatisés. Mais on voit une évolution globale sur les derniers mois où on passe de 15,17 à entre 18 et 20 jours sur les 2 derniers mois. Donc, entre le début de l'année et la période de confinement, on voit une évolution significative globalement de ces comportements de paiement en nombre de jours de retard. Dans le slide suivant, on voit, là on a fait la moyenne par rapport à la typologie des sociétés. Donc on s'est concentré à la fois sur les micros, les TPE, etc. Bon, alors, il faut savoir ensuite que les grandes entreprises, plus de 1000 salariés, par exemple, on est sur 2300 entreprises. Donc, on est sur une cible qui est beaucoup plus petite, évidemment. Ces 2300 entreprises, néanmoins, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elles représentent, sur ce mois, sur le dernier mois écoulé, 54% des engagements en retard, contre 44% le même mois l'année dernière. Donc, il y a davantage de retard, manifestement, sur les grandes entreprises sur les derniers mois. On voit qu'elles représentent 2% des retards. Ce qu'on a mis, les courbes que vous voyez là sont les retards. Elles représentent 2%, ce qui est faible. En revanche, ce que vous voyez en bleu, elles représentent 0,07% des paiements à l'heure. Donc, là aussi, la représentation des grandes entreprises est plus importante sur ces retards de paiement. En montant moyen, évidemment, ils sont beaucoup plus élevés, à 5 585 €. En revanche, le nombre de jours de retard est beaucoup plus faible, avec moins de 17 jours, que par exemple les toutes petites sociétés, les micro-sociétés à 0 salarié, où on voit un plus grand respect des délais de paiement, avec 40% des entreprises qui payent vraiment sans aucun retard, et avec en revanche une moyenne, une fois que la micro-société n'a pas payé ses factures, ça veut dire que généralement c'est un montant élevé, on a 850 € et il a augmenté sur les derniers mois. À la même période l'année dernière, il était à 630 €. Mais en plus, on voit qu'il y a une vraie difficulté du chef d'entreprise parce que le nombre de jours moyens de retard est passé à 42 jours, ce qui est assez colossal. C'est ça qui nous donne aussi un peu le comportement des entreprises sur la période. Dans le slide suivant, là, on le voit par activité. On voit que, par exemple, les principaux secteurs qui sont en nombre représentatif de notre échantillon, c'est quand même un échantillon, même si on est sur 1,2 million de sociétés, ce qui est assez colossal. On voit d'abord le commerce de détail, la construction, le BTP, la finance, c'est dans les premiers secteurs qui sont concernés. Ce qu'on voit aussi, c'est que ces secteurs ne sont pas forcément les plus longs en matière de nombre de jours, hein, puisque par exemple le commerce de détail, il y en a 14 jours en moyenne, et que les secteurs les plus impactés, évidemment, mais ça, ce n'est pas tellement surprenant en matière de montant, c'est l'industrie avec 2130 € de facture moyenne. Voilà. C'est aussi à mettre en relation avec les entreprises qui payent sans retard. Là, on retrouve aussi le commerce de détail avec 20%, c'est assez cohérent. Voilà. Donc, si on passe au slide suivant, c'est vraiment l'analyse par segment. Ce qui est intéressant, alors cette fois-ci, on quitte la partie comportement issu des échanges qu'on a avec nos partenaires, l'ensemble des clients qui participent à ce programme. On voit cette fois-ci les contentieux, donc issus des 130 tribunaux de commerce. Donc là, la première chose qu'on constate, c'est alors, on a enlevé de cette analyse des procédures collectives qui sont issues du tribunal de commerce, parce qu'on les voit par ailleurs avec les greffes, avec Infogreffe. Mais on voit qu'il y a une baisse significative des événements sur, évidemment, le deuxième trimestre, lié au fait que les greffes des tribunaux ont beaucoup moins travaillé. Les éléments principaux qui sont traités sont les impayés, ce qui est pas tellement surprenant, avec une stabilité avant le confinement. Si on passe Donc, évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra considérer qu'il est probable qu'il y ait un nombre important d'événements issus des tribunaux de commerce à partir de la reprise, on va dire à partir de septembre. Nous, ce qu'on a constaté dans nos bases de données, puisqu'on est nourri par un nombre important de sources publiques et privées, c'est qu'on a eu une baisse sur les 2 derniers mois du nombre d'événements issus des tribunaux de commerce de l'ordre de 98%, qui pouvait aller jusqu'à 98%. Alors que les événements issus des journaux d'annonces légales, puisqu'on suit quotidiennement environ 550-600 journaux d'annonces légales, ont eux baissé d'environ 12-15%. Donc on a un traçage quotidien de l'ensemble de ces événements, où on voit qu'évidemment les événements issus des tribunaux de commerce vont être beaucoup plus importants dans les mois qui viennent et seront donc à surveiller en particulier. Là, on voit le top 5 des contentieux par motif et par taille d'entreprise. Là encore, on voit une représentation quand même assez importante des grandes entreprises, avec 25 000 événements.
alors qu'on se retrouve donc, en tant que défendeur. On a pris uniquement en compte les événements en tant que défendeur et pas en tant qu'attaquant. Donc, on a une représentation qui est beaucoup plus élevée que les micro-sociétés sur ce type d'événements. Donc, si on passe au slide suivant, on le voit par secteur d'activité. On retrouve un peu les mêmes secteurs que tout à l'heure en matière de comportement de paiement issu de l'analyse du DBT, puisque la finance assurance, la construction, le BTP arrivent en tête du classement, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi. Toujours pareil, les impayés étant. Alors, ce qu'on voit, le commerce, la partie commerciale, c'est plutôt je ne suis pas d'accord avec ce qu'on m'a livré et ça ne respecte pas le service qu'on m'a rendu, ne respecte pas le contrat et je poursuis mon fournisseur. Si on passe au slide suivant, alors là encore, je trouve ce slide intéressant, c'est l'évolution des privilèges en nombre. Alors on voit, nous on a une augmentation plutôt du nombre d'entreprises suivies au fil du temps, alors qu'on a une baisse du nombre de privilèges qui n'est pas significative mais qui est légère. Alors on a pris dans cette analyse uniquement les URSSAF et pas le Trésor. Pourquoi ? Parce que déjà il y a un décret qui est passé en juillet 2019 qui fait qu'on ne publie que les montants supérieurs à 200 000 euros pour le Trésor. D'autre part, ils peuvent être erronés. Ça arrive qu'il y ait des erreurs régulièrement sur ce sujet-là, même si c'est quand même une information qui est relativement pertinente. Les URSSAF vont concerner davantage aussi l'ensemble du panel d'entreprises. Les montants sont plus intéressants à voir, mais on voit qu'il y a une baisse quand même, enfin une augmentation extrêmement significative sur la période de confinement. Pourquoi ? Parce que les tribunaux de commerce étaient soit à l'arrêt, soit n'ont traité que les cas les plus urgents, ce qui fait que vous avez un montant moyen qui passe de moins de 6 000 euros à presque 18 000 euros et que vous avez un nombre qui s'est effondré. Ce n'est pas que le graphe en bleu n'apparaît pas, c'est qu'il est minuscule. Alors après, il faudra s'attendre là aussi à surveiller de très près. L'État, en plus, ayant proposé été relativement sympa sur le sujet, à un moment donné, les entreprises vont quand même devoir payer leur dû. Je ne pense pas que l'État annule toutes les dettes, tous les URSSAF, etc. Et par conséquent, il faudra surveiller de près ce type d'événement vraiment dans les semaines, dans les mois qui viennent. Alors, dans le slide suivant, là, on voit une répartition. Bon, là, on a une répartition par région. On n'a pas mis le slide sur la répartition par région dans le cas des DBT. Mais il est différent. En fait, là, il y a une surreprésentation de l'Île-de-France, alors que dans les comportements de paiement, vous avez l'Île-de-France représente 23%, ce qui est à peu près équivalent au nombre d'entreprises qui sont localisées en Île-de-France. Si on passe au slide suivant. Alors là, on a également une représentation, là aussi, par secteur d'activité. Donc là encore, avec les différentes sociétés, et on retrouve toujours les mêmes secteurs d'activité, l'industrie. Là, on voit aussi le tourisme qui a énormément souffert pendant la période de confinement, le commerce de détail, la vente en boutique également, sur les secteurs les plus impactés pendant cette période. Là, la photographie, elle est à fin mai, encore une fois. Alors, cette analyse et ces différents baromètres pour que vous puissiez avoir une vue globale de l'ensemble des événements et des indicateurs. L'idée, c'est de vraiment pouvoir utiliser cette information comme ces éléments de faiblesse, comme ce qu'on appelle des KPI, des indicateurs qu'il faut suivre vraiment de près pour arriver derrière à éviter l'impayé, évidemment, lié à la procédure collective. Voilà, merci. Écoutez, je vous remercie, Damien, tout d'abord, parce que c'est vrai que quand on réfléchit, on pense machinalement aux procédures collectives, aux liquidations, pour déterminer si une entreprise est défaillante ou pas. Et là, on voit vraiment qu'il y a un ensemble de signaux faibles que CreditSafe analyse pour calculer le score. Et du coup, j'ai envie de me tourner aussi vers Diane par rapport à cela. Diane, on a déjà vu en fait dans les précédents webinaires que CreditSafe avait un arsenal d'outils mis à disposition en fait, des entreprises de toute taille pour les accompagner justement dans le choix des clients, des partenaires. On avait déjà vu aussi l'indicateur Covid que l'on avait créé il n'y a pas très longtemps, mais vous nous avez teasé aussi le portfolio F-Data-Check. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Excusez-moi pour mon anglais. Oui, pas de souci. Alors oui, bonjour à tous et à toutes, parce que j'avais un petit problème de micro tout à l'heure. Effectivement, donc, nous avons présenté lors du webinaire précédent l'indicateur d'exposition à la crise. C'est le dernier indicateur créé par CreditSafe. Cet indicateur, juste pour rappel, permet d'analyser la capacité de rebond et la résilience des entreprises avec lesquelles vous allez vous engager. Il est construit comment? Il est construit sur deux variables. On a d'abord analysé les impacts de la crise sur
l'activité par secteur, d'ailleurs, par secteur d'activité. Et également, on a fait une analyse plus approfondie basée sur 4 ratios de solvabilité, à savoir les liquidités, l'endettement, la balance et la performance. Voilà. Donc cet indicateur, il est intégré et disponible en ligne sur les rapports Credit Safe. Il est également disponible en enrichissement et en API. Donc, dans cette continuité, en fait, nous vous présentons aujourd'hui une nouvelle solution, une solution que nous venons de développer, qui s'appelle Portfolio Data Check. Cette solution, c'est une solution simple de data visualisation. En fait, c'est une solution qui permet de piloter le risque. Donc, elle permet d'analyser un fichier, elle permet d'analyser un portefeuille et donc d'éditer un rapport complet qui balaye l'intégralité des indicateurs clés. Alors, ça met en évidence effectivement les différents profils de risque qui vont être présents dans vos bases, dans vos fichiers, dans vos portefeuilles. Alors, pourquoi réaliser en fait maintenant un profil de risque pour les entreprises? Eh bien, c'est parce qu'il est important que vous puissiez avoir une vision claire. Toujours, comme d'ailleurs l'a souligné Thomas, aujourd'hui, ce qui est important pour sécuriser les échanges commerciaux et de maintenir en fait le crédit interentreprise et de pouvoir permettre justement les échanges de liquidités, eh bien, il est important, le premier facteur, c'est la confiance. Évidemment, la confiance, elle doit être également sécurisée par l'analyse précise de différents indicateurs de risque. De réaliser également ce profil de risque va permettre de cartographier précisément les risques et les profils de risque dans votre portefeuille et donc par conséquent d'adapter vos politiques commerciales, d'adapter votre stratégie d'achat, également son comportement, à savoir est-ce que je dois relancer, oui, quand, quel en fait client je dois relancer en premier, ou bien également est-ce que je dois entamer une procédure de recouvrement. Tout un tas de questions sur lesquelles effectivement, encore une fois, on doit adapter son action au cas par cas. Et donc mener des actions ciblées pour adapter à chaque profil de risque. Alors maintenant, effectivement, je vais quitter la présentation PowerPoint pour pouvoir justement me connecter à la solution Portfolio Data Check. Alors, je partage mon écran. Voilà. Je vais demander à Thierry tout de même de me confirmer que tout est bien convenable. Pourrais-je le mettre en peut-être pour que tout le monde puisse le voir? Voilà, Parfait. en grand écran. Parfait. C'est parfait. Alors, voilà, précisément, ici, vous rentrez dans la solution. C'est une solution disponible en ligne. Donc, comme on vous l'a dit, dans un premier temps, l'objectif de la solution, c'est d'éditer un rapport complet pour avoir vraiment une image fidèle, photographiée à l'instant T des risques potentiels et existants dans son portefeuille. Nous avons chargé un portefeuille de plus de 8000 entreprises, environ 9000. Eh bien, tout de suite, je peux constater, et j'ai une cartographie ici qui me présente sur l'intégralité de mon portefeuille le nombre d'entreprises pour chaque risque de défaillance. Donc ici, ce sont les entreprises. Dans mon portefeuille de 9000 entreprises, j'ai 3000 entreprises pour lesquelles j'ai un risque très faible de défaillance. En revanche, ici, j'ai 900 entreprises pour lesquelles j'ai un risque très élevé et avéré de défaillance. Donc, il convient aujourd'hui d'analyser des profils de risque et d'adapter en fonction de chaque couleur, effectivement, son comportement, son action. Aujourd'hui, on a été plus loin. C'est ce pourquoi on a créé cet outil et ce rapport. C'est pour vous donner plus de profondeur dans l'analyse et également cette possibilité de croiser les variables. Donc, ici, on a reporté cette analyse, en fait, issue de notre indicateur de solvabilité, de notre score prédictif de défaillance. Eh bien, on l'a reporté sur chaque secteur d'activité présent dans votre portefeuille, bien sûr. Aujourd'hui, ce portefeuille comporte 1000 entreprises ici qui sont positionnées sur le secteur du commerce de détail de fruits et légumes et magasins spécialisés pour lesquels j'ai un risque moyen de défaillance. Ici, j'ai 631 entreprises présentes dans mon portefeuille de 8000 entreprises qui agissent sur le secteur de la restauration traditionnelle et qui présentent un risque élevé, très élevé de défaillance. Mais ça met également en évidence mes potentiels. Parce que
les parties en vert, ce sont effectivement les entreprises avec lesquelles je travaille, que ce soit des clients ou des fournisseurs, hein, bien évidemment. Et bien ici, j'ai plus de 2000 entreprises pour lesquelles j'ai un risque de défaillance très faible et qui sont sur le secteur du commerce de détail alimentaire. Par conséquent, je peux tout à fait dire qu'aujourd'hui, je ne travaille qu'avec 2000 entreprises présentes sur ce secteur. Je peux tout à fait me dire qu'il serait tout à fait intéressant que je développe mon business avec les entreprises avec lesquelles je ne travaille pas et qui sont présentes sur ce secteur d'activité et qui ont le même profil d'entreprise, bien évidemment, comme les look-alike. Donc, on va voir comment justement définir le profil d'entreprise, puisque c'est l'objectif de ce rapport. Ce rapport donne aussi, en termes d'information, la disponibilité en termes de sources et notamment des bilans. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le score de défaillance, aujourd'hui, il est construit essentiellement, enfin, il prend en considération 3 sources de données différentes, dont effectivement une d'elles qui est l'analyse des bilans. Et aujourd'hui, sur mon portefeuille, je peux m'apercevoir que j'ai 4000 entreprises pour lesquelles je ne dispose pas d'informations financières. Mais aujourd'hui, l'information issue de l'analyse des bilans n'est plus suffisante. Il convient vraiment de s'intéresser à d'autres indicateurs, comme le comportement de paiement, la limite de crédit, le suivi privilège, et également le nouvel indicateur qui est l'indicateur d'exposition à la crise pour justement avoir des informations autres que des données issues de l'analyse des bilans. Aujourd'hui, ça ne suffit probablement plus pour prendre sa décision. Il faut avoir une lecture globale et transverse de ces indicateurs. Ce qui est intéressant, voilà, sur ce portefeuille, parmi les entreprises de mon portefeuille, je peux m'apercevoir que certaines ne sont pas sous-suivies. Donc, comme l'a rappelé Damien, Credit Safe dispose de la plus grande base de données suivi privilège. Plus de 220 000 exactement, entreprises sont sous suivi privilège aujourd'hui dans nos bases. Eh bien, par cette analyse, vous pouvez savoir combien sont présentes dans votre portefeuille. Si ce chiffre n'est pas suffisant, en croisant les données et en identifiant effectivement un profil de risque, eh bien, on peut tout à fait imaginer pouvoir mettre en surveillance des entreprises pour lesquelles vous auriez un risque très élevé en termes de défaillance et un risque aussi d'exposition assez élevé. Ces entreprises-là, nous recommanderons de les mettre sous surveillance. Mais nous allons voir plus tard exactement les profils. Ce qui est intéressant de regarder également et qui donne aussi beaucoup d'informations, ce sont effectivement les contentieux. Pourquoi? Parce que ici, précisément, dans mon portefeuille, je peux m'apercevoir et compter le nombre d'entreprises pour lesquelles j'ai des contentieux en position de demandeur et également en position de défendeur. Et ça me donne tout un tas d'informations sur la façon dont je peux piloter la relation avec ces entreprises. Sachant sachant qu'effectivement, les contentieux qui sont présents sur les années, puisque c'est ce pourquoi nous les avons ventilés par année, ça donne aussi une visibilité sur le fait que ces contentieux de 2019 ne sont pas encore réglés, que ce sont des choses qui vont être réglées également sur 2020. Ou bien, disons que le litige peut perdurer. Donc, effectivement, alors, ici, nous analysons dans ce rapport notre indicateur d'exposition. L'indicateur d'exposition, comme je vous l'ai dit, il est basé sur une analyse par secteur d'activité et également, ici, nous reprenons les 4 ratios pour lesquels nous avons établi un score et qui donne une position pour l'entreprise. Ce qui est intéressant, surtout, c'est que là, pour le coup, nous avons calculé sur ce portefeuille le nombre de jours moyens de retard de paiement sur le portefeuille. Bien évidemment, à date d'échéance et sur les 12 et sur les factures des 12 derniers mois. Je précise. Sur ce portefeuille de 9000 entreprises, eh bien, nous avons 18 en moyenne, 18 jours de retard au-delà de l'échéance de la facture. C'est la façon dont me payent les clients. En moyenne, sur mon portefeuille, j'ai 18 jours de retard. Donc, effectivement, ce qui est important de retenir ici, c'est qu'on a pu scorer et appliquer l'indicateur de comportement de paiement sur un portefeuille. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir sur mes 9000 entreprises, combien effectivement vont disposer de cet indicateur. Parce que je rappelle que
pour obtenir un indicateur de comportement de paiement, il est important d'analyser les données transactionnelles. Il faut 3 expériences de paiement pour pouvoir effectivement appliquer ou donner un indicateur de comportement de paiement. Ici, ça met en évidence sur ce portefeuille que moi, j'ai la possibilité de pouvoir faire analyser par CreditSafe l'intégralité de mon portefeuille et de me dire, là, sur les 9000, je n'en ai que 2500. Pourquoi? Parce que je ne suis pas partenaire du programme 3D Ledger et dans ce cadre-là, si je suis client, il serait tout à fait intéressant de demander à CreditSafe d'analyser mes expériences de paiement pour justement maximiser, optimiser le fait de pouvoir enrichir mon portefeuille avec des indicateurs de comportement de paiement et donc d'augmenter ici mon volume d'indicateurs de comportement de paiement dans mon portefeuille. Donc ici, si en revanche je suis CreditSafe, je recommande à mes clients de vraiment faire analyser leurs expériences de paiement par CreditSafe. Alors, évidemment, ce rapport met en avant cette matrice, comme je vous l'ai dit, puisque l'objectif, c'est de pouvoir adapter son comportement et donc sa politique d'achat ou bien sa stratégie commerciale par rapport pour chaque profil de risque présent dans mon portefeuille. C'est la matrice qui va pouvoir nous aider justement à mener ces actions. Et elle va nous… Alors, cette matrice, nous avons croisé l'indicateur d'exposition à la crise et bien l'abscisse, nous avons le score de prédiction de défaillance. C'est bien le croisement de ces 2 indicateurs qui nous permettent justement d'avoir une lecture plus précise des risques. Alors, je vais commencer par les risques les plus élevés. Ici, nous sommes en présence d'un profil d'entreprise pour lesquels j'ai un risque d'exposition élevé, très élevé, et un risque de score de prédiction de défaillance élevé également. Donc, pour les entreprises qui vont être sur ce segment-là, je vais devoir effectivement adapter mon comportement, probablement réduire mes échanges commerciaux avec ces entreprises pour justement me sécuriser. Que ce soit un fichier client ou un fichier de fournisseur, c'est exactement la même chose. Je dois être vigilant. Alors, en revanche, pour les entreprises qui sont plutôt ici sur les extrêmes, les plutôt moyennes, on va dire, là, est-ce que je vais arrêter ou réduire mes échanges commerciaux avec ces entreprises? Probablement pas. Pourquoi? Parce que ici, j'ai d'autres indicateurs qui peuvent me permettre de me dire que je peux continuer ma relation. Mais attention, parce qu'évidemment, elles sont quand même avec un code couleur rouge. Pourquoi attention? Parce que effectivement, il y a un risque quand même de défaillance et il y a quand même un risque d'exposition fort. Néanmoins, si je mets sous surveillance, sur la surveillance du score de prédiction de défaillance, plus également la surveillance, pourquoi pas en privilège, je sécurise mes échanges avec les entreprises. Et puis, effectivement, à l'extrême, je peux tout à fait réaliser des enquêtes d'investigation, comme l'a précisé Damien juste avant. En revanche, sur ces entreprises-là, il est vrai que ce sont des entreprises qui ont un profil d'exposition à la crise très faible et un profil également de défaillance faible. Sur ce profil d'entreprise, je peux tout à fait accélérer, au contraire, mes échanges pour justement essayer de rattraper ma capacité de production que j'ai perdue due à l'arrêt total des activités. Je peux tout à fait ici accélérer mon business. Mais toujours est-il, il faut quand même rester vigilant. Je peux également prospecter. Encore une fois, ce profil d'entreprise est tout à fait identifiable. Donc, du coup, vous pouvez tout à fait, je vous recommande d'ailleurs d'acheter par exemple des fichiers pour que vous puissiez, des fichiers sur mesure pour justement aller rechercher de nouveaux partenaires, de nouveaux clients, de nouveaux fournisseurs. Alors, les milieux sont assez intéressants. Pourquoi? Parce que pour chacun, ici, effectivement, vous êtes sur un comportement d'entreprise avec un risque de défaillance plutôt faible, mais une exposition plutôt élevée. En revanche, on peut considérer qu'effectivement, la défaillance peut avoir, si on doit pondérer les variables,
peut avoir un peu plus de poids. Ici, par exemple, sur ce profil d'entreprise, eh bien, je peux tout à fait, encore une fois, accélérer mes échanges, maintenir ma relation avec ces entreprises, augmenter mon business, mais je reste également vigilant. Eh bien, je peux mettre sous surveillance si besoin. Et encore une fois, sur ces entreprises ici qui, pour le coup, ont un risque de défaillance plus important que le risque dû à l'exposition à la crise, eh bien, ici, en revanche, je mets vraiment sous surveillance, mais je n'arrête pas non plus de travailler avec ces profils d'entreprise. Voilà. Donc, cette matrice présente réellement, effectivement, une cartographie claire des profils de risque qui sont présents dans vos fichiers. Alors, je vais quitter maintenant notre solution et revenir sur la présentation. Voilà. Voilà, bah, merci Diane en fait pour ce que vous avez apporté en fait sur le portfolio data check. On se rend compte vraiment que la data permet de mettre en lumière justement les actions à mener. Parce que même quand on n'est pas un expert, on comprend très rapidement comment on peut orienter nos acheteurs vers ceux qui sont plus dans le vert, on va dire dans le bleu, on va dire plutôt, et ceux qui sont dans le rouge, pas arrêter, mais réduire, sécuriser, investiguer peut-être un peu plus pour éviter le risque. Mais justement, cet outil, comment on fait pour l'avoir? Est-ce qu'aujourd'hui, les anciens clients de Crédit, il n'y a que les anciens clients de Crédit Safe qui l'ont? Est-ce que les nouveaux, les prospects qui nous suivent, peut-être des personnes qui nous suivent aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent tester cet outil aussi? Comment ça peut se passer? Oui, alors tout à fait. Si vous êtes client Crédit Safe, la première recommandation, c'est effectivement de vous rapprocher de votre chargé d'affaires. Et également, vous avez à disposition le support client Crédit Safe qui pourra répondre à toutes vos questions. En revanche, si vous n'êtes pas client Crédit Safe, eh bien, vous pouvez vous rendre sur le site Crédit Safe et vous trouverez à disposition une offre tout à fait attractive qui permet de tester nos services gratuitement pendant un mois. D'accord, d'accord. Et j'avais vu aussi que les nouveaux prospects pouvaient justement accéder à ce lien pour tester en fait l'offre Restez Safe, c'est bien ça? Tout à fait. C'est ce lien Restez Safe. Ici, vous avez accès au test de notre solution en ligne pendant un mois gratuitement et vous bénéficierez effectivement de cette analyse du portfolio data check, du rapport d'activité gratuitement. D'accord. C'est important de souligner le fait qu'on souhaite mettre à disposition pendant cette crise des moyens auprès des entreprises de façon gratuite. Donc, ce qu'on a rajouté visuellement dans le site, l'indicateur d'exposition, c'est une donnée qui s'est rajoutée au site gratuitement. Le mapping que vient de montrer Diane est également, le portfolio data check est également gratuit, de façon à avoir une visualisation de son portefeuille. Et ensuite, l'extraction d'une base avec un sirène, un indicateur Covid et l'action recommandée derrière, qu'on a vu dans les dernières parties, est également gratuit. Voilà, donc l'objectif, c'est d'accompagner en France et à l'international, d'ailleurs, les entreprises, les aider à traverser cette crise. Voilà, c'est vraiment un objectif qu'on s'est fixé en France et dans les autres pays dans lesquels on a déjà lancé ce mapping et dans lesquels on rencontre un succès assez, je dirais assez impressionnant, puisque après quelques jours, en Italie, on a déjà 150 fichiers en demande. On en a plusieurs milliers aux États-Unis, plusieurs centaines également de clients au Royaume-Uni qui nous ont déjà fait des demandes, pas loin de 1000 même, je crois. Donc voilà, il faut se dépêcher de faire la demande de production de ce type d'analyse qui me paraît, moi, être intéressante dans cette période, quoi. D'accord. Je vous invite tous donc du coup à cliquer sur le lien et de tester justement aussi cet outil. Le mot de la fin, Damien, je vous le laisse. Je crois que de toute façon, je viens de le faire en disant que c'était gratuit. Après, on va continuer à suivre évidemment les baromètres. Nous, en interne, également avec un partenaire qui s'appelle Achat, avec qui on travaille pas mal en analyse sur l'ensemble des données de comportement. On va également intégrer, on est en train de retravailler sur nos cartes de score pour intégrer un certain nombre d'éléments. On a énormément de données. Vous avez pu voir, par exemple, les données des tribunaux de commerce. On vous donne un mapping, un état des lieux aujourd'hui, mais c'est une donnée qu'on a en base depuis 2015.
Donc, on a vraiment pu l'analyser dans le temps et voir dans quel quart de score elle pouvait avoir un impact sur la défaillance. Donc, il y a des choses qui vont évoluer dans les mois qui viennent. Voilà. Maintenant, ce que je dirais pour rester safe, c'est évidemment, faites attention, continuez à surveiller. Ce n'est pas le tout. Encore une fois, on parle beaucoup de défaillance en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui sont alarmistes. Je ne sais pas s'il faut être alarmiste. Moi, je crois plutôt que prendre des photos de l'accident, c'est bien, mais il faut plutôt s'organiser pour anticiper et voir quels sont les signes avant-coureurs pour travailler intelligemment avec un maximum d'entreprises pour continuer à soutenir l'économie. Voilà, nous, on s'inscrit évidemment dans ce type de modèle, notamment en proposant ces webinaires, et ça va continuer, ces analyses et les autres analyses qu'on va produire dans le temps et qu'on mettra à votre disposition. Voilà. D'accord. Écoutez, je tiens à remercier tout le monde pour avoir participé à ce webinaire. Je tiens à préciser aussi que toutes les questions que vous aviez, en fait, on répondra à toutes vos questions. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, vous avez reçu un mail de contact pour envoyer encore des questions en fait, à nos spécialistes. Et à bientôt en fait, pour notre prochain webinaire. Merci à tous. À bientôt, merci. À bientôt, merci.